Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent et de modérer cette table ronde en compagnie de Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice au Musée du Louvre, et de Joaquim Caetano, qui est directeur du Musée national d'art ancien de Lisbonne, qui sont tous deux commissaires de l'exposition L'âge d'or de la Renaissance portugaise, qui ouvrira ses portes le 10 juin et qui motive cette table ronde consacrée à une actualité de la recherche en matière d'art produit au Portugal à la Renaissance. Donc ce n'est pas Lisbonne, carrefour des arts, je ne sais plus quel était le titre de la conférence de ce matin, il y a eu une inversion dans le programme, mais donc bien l'actualité de la recherche sur les arts au Portugal à la Renaissance. Alors, il convient peut-être de dire deux mots introductifs, simplement pour rappeler l'historiographie relative aux arts au Portugal à la Renaissance, en se concentrant sur la peinture. Vous savez naturellement que la littérature artistique commence relativement tôt, au milieu du XVIe siècle, mais que la redécouverte proprement dite de la peinture produite au Portugal au XVe et XVIe siècle commence véritablement à partir du milieu du XIXe siècle et selon trois phases, pour simplifier les choses, qui correspondent d'ailleurs à l'historiographie de la redécouverte des autres écoles nationales. Je dirais une première phase que nous pourrions appeler nationaliste, à partir des années 1840 jusqu'à la Première Guerre mondiale, est amorcée notamment par les écrits du comte Ragzinski, qui est un Berlinois, enfin qui rend compte depuis le Portugal à Berlin et qui fait partie de la même génération que Gustav Friedrich Wagen, qui invente les primitifs français en redécouvrant Jean Fouquet à la même époque. Donc l'art portugais participe de ce même engouement qui continue avec des expositions importantes et notamment une exposition d'art décoratif ibérique en 1882 présentée à Londres d'abord puis à Lisbonne et qui présidera à la création du Musée national d'art ancien 2 ans plus tard, donc un moment extrêmement important. La deuxième phase, qui correspond grosso modo à l'entre-deux-guerres, que l'on pourrait qualifier d'internationaliste, est une phase dans laquelle les écrits se multiplient et les expositions également, parmi lesquelles celle organisée à Paris, au musée du Jeu de Paume, en 1930, notamment par José de Figueiredo, qui est l'une des grandes figures de la redécouverte de l'art portugais, qui est directeur alors du Musée national d'art ancien de Lisbonne, et qui fait partie de ces expositions avec une conception généalogiste qui cherche à identifier, à définir l'esprit d'un génie national, en l'occurrence le génie portugais depuis les grandes découvertes jusqu'au XXe siècle. On a évidemment des expos semblables sur la peinture française, sur la peinture suisse, sur la peinture allemande, etc. Et puis, je dirais la troisième phase, à partir de la Seconde Guerre mondiale, qui pourrait être nommée supranationaliste en ce qu'elle ne cherche plus à définir des identités nationales, mais véritablement à reconstruire toute la dynamique des échanges culturels. Et dans cette phase, on peut véritablement observer un double décloisonnement, à la fois géographique, c'est-à-dire l'étude des échanges par-delà les frontières, mais également technique, avec la volonté de comprendre le métier du peintre en relation avec les autres arts, notamment la sculpture, les arts appliqués, les arts textiles et ainsi de suite. Dans cette phase amorcée dans les années 50, plusieurs expositions méritent d'être signalées. Par exemple, celle organisée par Michel Laclotte en 1965-1966 au Petit Palais, le XVIe siècle européen, dans laquelle le Portugal avait une place, ou plus récemment, l'exposition organisée par Till Holger Borchert
à Bruges, Jan van Eyck et le monde méditerranéen, où là, le Portugal constitue tout un chapitre de cette remarquable exposition, ou encore plus récemment l'exposition à Lisbonne, Primitivos Portugueses, au musée de Lisbonne, musée national d'art ancien, dont l'un des deux commissaires a été précisément Joaquim Caetano, par qui je vais donc commencer en demandant simplement quel bilan on peut tirer de cette exposition qui a marqué véritablement l'historiographie. Et là, je pense que c'est important toujours d'insister sur le rôle des expositions dans l'historiographie. Merci. On avait au Portugal quelques problèmes de bilan des grandes expositions. Par exemple, cette exposition de Primitivos était un remake de l'exposition des années 40 qui s'appelle aussi Primitivos Portugueses. Et en effet, c'est la première fois en 1940 que le peuple portugais et tout a vu l'ensemble de la peinture portugaise, mais il n'est pas suivi d'une dimension critique nouvelle après cette exposition. Et sur cette dernière exposition des primitifs, nous avons un problème, c'est que la part de la peinture portugaise au musée d'art ancien était fermée à cause de cette exposition et des ouvrages que sont nécessaires jusqu'au fin de 2016. C'est-à-dire, on montre une grande exposition de 140 pièces sur la peinture primitive, mais après, on ferme pendant 6 ans la possibilité de voir cette peinture. Mais je pense qu'il est important parce que pour les personnes d'une génération comme la mienne, c'est la possibilité de voir ensemble des groupes et des peintures qui sont disperses et de faire des comparaisons, et ça c'est vraiment utile. Une autre chose très utile, c'est que il y a, comme tout le monde le sait, un développement très rapide des méthodes de recherche nouveaux dans les dernières décades. Non? Même si nous utilisons aux années 50 ou 60 l'infrarouge, aujourd'hui, la capacité de l'infrarouge de réflectographie est 10 000 fois meilleure que ça. Et c'est pour cette exposition primitive qu'on fait la première vision d'un grand groupe de peintres et de peintures. Et nous commençons à connaître le dessin sous-jacent qui ne c'est pas seulement important pour faire des attributions, mais aussi pour comprendre
les méthodes de travail et tout ça, par exemple, des différentes caractéristiques de dessin dans les mêmes peintures et des choses qui sont plus pareilles, plus loin entre groupes de peintres. Et ça, il nous donne une capacité de comprendre la peinture portugaise, par exemple, la possibilité de faire des hypothèses qu'on trouve dans cette exposition du Louvre, dans grand atelier, dans la sphère royale qui travaille et qui mélange les peintres dans les méthodes de travail qui ne sont pas, qui n'est pas la même chose de cette attribution traditionnelle de tous les œuvres besoin d'avoir un nom et avec toute la certitude. Et une autre chose intéressante de cette exposition, c'est que la possibilité de voir ensemble un tellement large groupe de la peinture portugaise fait que beaucoup d'historiens de l'art européen visitent Lisbonne pour voir toute cette collection. J'ai travaillé au musée d'Arancienne à ce moment et on reçu beaucoup d'historiens et on parle beaucoup et même de la part espagnole par exemple on fait une version réduite de 40 peintures qui a été dans cette exposition à Valladolid, au musée de sculpture, et aussi à Valencia, avec des contributions pas seulement d'historiens portugais, mais aussi d'historiens espagnols et catalans. Et la même chose avec cette exposition du Louvre, qui est une version plus réduite, mais faite en collaboration totale entre moi-même, Sylvie Devart et Charlotte Chaster-Rousseau. Alors, on avait des problèmes, certainement, parce que la presque totalité des œuvres de cette période étaient dans les musées portugais, mais les musées portugais ont des grands problèmes de moyens humains, surtout pour faire les études de cette peinture. Et d'un autre côté, l'étude systématique qu'on a besoin pour passer à un autre niveau n'est pas compatible, par exemple, seulement avec les doctorats ou des programmes comme ça qui avaient un temps défini pour obtenir résultats. On a besoin d'un programme entre les laboratoires, les musées, l'université, mais un programme large et pas des programmes pour doctorat ou quelque chose où parfois les résultats se perdent un peu par sa fragmentation. Et c'est ça. Merci.
Merci beaucoup. Là, on a déjà introduit, on va dire, ce que l'exposition du Louvre qui va s'ouvrir prochainement doit à cette exposition de 2010-2011 et à ses résultats, également à une méthode de travail. Et précisément, on aimerait en savoir un peu davantage sur les postulats de base, sur la manière de structurer cette exposition. Et donc, je cède la parole à Charlotte Chastel-Rousseau. Merci beaucoup. Alors, nous avons ce matin avec Joachim Caetano présenté l'exposition. Alors certains d'entre vous étaient là, donc je ne vais pas répéter, mais ce que nous avons dit ce matin, on ne va pas rentrer dans le détail de l'exposition, mais je vous invite à venir la voir. Je crois que vous verrez que ça, rien ne vaut la visite. Vous avez ici une vue de cette exposition. Je vais revenir sur quelques postulats. Alors au départ, je veux dire du côté du Louvre, il y avait le constat de la rareté de la peinture portugaise dans les collections publiques françaises. Avec un tout petit peu de provocation, je vous présente ici un tableau qui a longtemps été considéré comme un tableau portugais et qui en fait aujourd'hui est considéré comme un tableau français. Et pendant longtemps, au XXe siècle, ce tableau était considéré comme le seul tableau portugais du Louvre. Aujourd'hui, on a encore les collections portugaises au Louvre sont encore très faibles numériquement. Et donc, il y avait ce souhait très fort de trouver l'opportunité de présenter la peinture portugaise qu'on connaît de mieux en mieux, grâce à ces travaux notamment dont Joachim Caetano vous a parlé, avec aussi en cohérence avec la mission du Louvre, qui est aussi d'essayer de présenter un panorama le plus complet possible de la peinture européenne. Donc la saison France-Portugal, ça a été aussi le moment, l'opportunité, dans une démarche européenne, de pouvoir présenter ce projet et de nouer un partenariat qu'on espère sur plusieurs années, avec donc nos collègues du musée d'art ancien de Lisbonne. Alors un petit mot simplement, parce que je pense que ça dit beaucoup aussi de nos difficultés à connaître la peinture portugaise en France. Un petit mot qui est intéressant en termes d'historiographie sur ce très beau portrait, ce portrait d'homme, l'homme au verre de vin, que François-René Martin avait qualifié de chef-d'œuvre apatride, puisque tout au long du XXe siècle, son attribution a oscillé entre la France, la Flandre et le Portugal. Plusieurs historiens de l'art, d'ailleurs, se sont confrontés à ce mystérieux panneau, à ce mystérieux... ce chef-d'œuvre apatride. Et aujourd'hui, donc, on refuse l'idée d'une attribution portugaise. Et d'ailleurs, je sais que Joachim Caetano est de cet avis aussi. Il ne s'agit pas d'un tableau portugais, maintenant qu'on les connaît mieux. La redécouverte de ce panneau dit beaucoup de choses sur l'historiographie. Je fais un très rapide tour, et ça rejoint ce que nous a dit Frédéric Elsig en introduction. Donc, en 1901, le panneau est redécouvert à Munich, dans une exposition, et en 1904 il est présenté dans la grande exposition des primitifs français, et il est présenté avec une attribution à Jean Fouquet, au peintre tourangeau, donc Jean Fouquet. En mai 1906, le tableau est acquis par le musée du Louvre, toujours avec cette attribution à Fouquet, mais l'attribution est déjà débattue, et plusieurs historiens de l'art s'opposent sur le sujet. En 1910, le grand polyptyque de Saint-Vincent, qu'on va voir dans un moment, qui est aujourd'hui peut-être la peinture la plus importante de votre musée, Joachim, mais il y a aussi beaucoup de peintures très importantes. Mais donc, ce grand polyptyque donc, est redécouvert, refait surface, connaît un retentissement européen. Et c'est là qu'avec l'irruption donc, de Nuno Gonçalves sur la scène artistique européenne de la Renaissance, je dirais, le panneau donc, est considéré comme portugais par Salomon Reinach, puis très vite par le grand spécialiste de l'art portugais, français j'entends, Émile Berthaud. Émile Berthaud, qui est donc mort en 1917 et qui est un des premiers historiens de l'art français à avoir vraiment cherché à faire connaître l'art portugais en France. Et cette hypothèse donc, d'une attribution portugaise, elle va durer tout au long du XXe siècle. Le grand historien de l'art Charles Sterling conserve l'idée de cette attribution,
Et c'est seulement donc en 2002, dans le catalogue des écoles espagnoles et portugaises du département des peintures, que Claudie Ressort et Véronique Gérard-Poel et Philippe Lorenz décident donc de sortir donc, ce panneau donc, du corpus ibérique pour plutôt le considérer comme un panneau français. Voilà, ça vous en dit long donc sur ce processus, je pensais intéressant, et c'est intéressant de savoir que pendant longtemps, c'était donc le seul panneau portugais au Louvre. Donc de notre côté, il y a eu donc, cette volonté de présenter la peinture portugaise. Il a fallu choisir, si vous voulez, les sujets étaient très nombreux, il y a eu beaucoup de possibilités, évidemment, vu l'étendue des collections au Louvre. Et le choix s'est porté justement, on va en parler dans un moment, sur un moment très précis de la Renaissance portugaise. Ce moment qui a été merveilleusement étudié, mis en valeur par l'exposition Primitivos. Donc on s'appuyait déjà sur les travaux de nos collègues portugais et on pouvait présenter donc, cette peinture, une sélection donc, d'œuvres produites dans un temps assez court, entre plus ou moins 1510 et 1525, avec un panneau, deux extrémités, et Joachim va nous en parler dans un moment, par des artistes qui ont donc travaillé ensemble dans un réseau familial, administratif, au moment donc où les rois du Portugal lancent cette politique de mécénat extrêmement active. Donc Manuel Ier et puis Jean III lancent donc cette politique de mécénat, de stratégie aussi politique qui s'appuie donc sur les arts pour légitimer aussi leur pouvoir et faire connaître la situation du Portugal en Europe, qui à ce moment-là est assez exceptionnelle, puisque c'est la génération qui suit, je dirais, les grandes découvertes et tous les bouleversements économiques, intellectuels, sociaux que ces grandes découvertes ont entraîné au Portugal. Donc le choix, ça a été de se concentrer sur un moment très précis donc, de l'histoire de la peinture, un moment où on savait qu'on pourrait présenter des peintures d'une très très haute qualité artistique et donc probablement donner envie aux visiteurs du Louvre de mieux connaître cette école de peinture encore très inconnue. Il y avait aussi, pour parler tout à fait honnêtement, des contraintes qui sont les contraintes de l'espace dans lequel cette exposition était prévue, les contraintes du temps, se rajoute avec ça l'épidémie de Covid qui complique toujours les montages d'expositions, la peur de ne pas pouvoir le faire finalement, et la possibilité donc, de présenter cette exposition dans la salle d'actualité du département des peintures. Donc on savait qu'il fallait vraiment penser à un format resserré, ce qui était aussi très intéressant, un autre modèle d'exposition, plus resserré, peut-être moins cher, plus facile à monter dans les temps contraints, dans ce temps d'épidémie, et qui s'appuierait sur un partenariat privilégié avec donc, le musée d'art ancien de Lisbonne. Il y avait enfin, je fais un peu de publicité, c'est la couverture du catalogue qui vient de sortir, et j'en profite pour remercier Sylvie Desvartrosa qui est ici et qui a très généreusement participé aussi avec Joachim et moi-même donc, à ce catalogue. Il y avait enfin, je dirais, une certaine actualité de la Renaissance portugaise au Louvre, et ça rejoint tout à fait l'introduction de Frédéric Elsig, qui est donc cette actualité de tout ce qui touche à la question des transferts artistiques, et je pense aussi aux travaux de Didier Martins, sur les liens entre Flandre et péninsule ibérique à la Renaissance, et puis cette volonté, comme je vous le disais, qui est vraiment très actuelle et qui a été, je pense, ravivée par le contexte de la pandémie de Covid, d'essayer de construire aussi une histoire de l'art à échelle européenne, d'essayer de réfléchir à tous ces mouvements, ces transferts artistiques au sein de l'Europe. Et évidemment, le Portugal de la première moitié du XVIe siècle est pour cela un sujet merveilleux, puisque c'est avec les grands axes commerciaux vers le nord et vers le sud et vers l'ouest, j'allais dire, le Portugal, Lisbonne est vraiment un carrefour du monde dans cette période et s'ouvre à toutes les influences, avec bien sûr des relations privilégiées avec la Flandre, et c'est ce que va montrer l'exposition, mais aussi avec d'autres artistes et des influences venues, je dirais, du monde tout entier. C'est le moment d'une grande ouverture aussi. Donc voilà, donc aussi une actualité du sujet, très contemporain finalement, dans ces questions de transfert artistique, de globalisation, de mondialisation.
Un petit mot de manière plus générale peut-être pour parler aussi de ce qui se passe en ce moment donc, au musée d'art ancien sur la Renaissance portugaise. Je ne sais pas si vous vouliez... Pardon. Nous sommes en train de faire un grand projet qui c'est l'intervention sur les panneaux de Saint-Vincent, qui c'est notre œuvre majeure, aussi l'œuvre majeure des bêtises sur la peinture portugaise. Et ça, c'est vraiment important parce que la raison, c'est une raison pratique. La restauration de 1910 était en très mauvais état, avec une dégradation très grande et très rapide, et ont besoin de faire une intervention sur cette intervention. Mais les panneaux de Saint-Vincent avaient des restaurations très anciennes. Cette grande restauration de 1910, quand il est découvert et exposé au musée d'art ancien pour la première fois, et une autre intervention moins connue de 1956 à la veille de l'exposition de Londres de Royal Academy, qui c'est la dernière fois que tous les panneaux voyagent pour une exposition. C'est-à-dire que toute cette intervention a été faite sans aucune préparation scientifique. C'est-à-dire ils sont faits les travaux avec l'œil et la main, mais sans radiographie, sans réflectographie, sans connaissance des matériaux. Il y a en 1973, on commence dans une étude, mais après on avait la Révolution, il nous avait des autres travaux à faire, et seulement un panneau des chevaliers avait une petite étude sur ça. Alors, ces travaux de restauration et en même temps la possibilité d'avoir une connaissance complète des aspects chimiques et physiques de la peinture. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que, par exemple, une des premières conclusions, c'est que la plupart des restaurations sont plus anciennes que la restauration de Lucien Freire en 1910. C'est-à-dire, la plupart de la peinture originelle qui manque avait déjà restaurations anciennes, et ça est très visible, par exemple, dans la radiographie, parce que cette restauration ancienne utilise les blancs de plomb et Lucien Freire n'utilise pas. Et on peut faire... La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de cette restauration ancienne avait une dimension beaucoup plus grande que la lacune originelle. C'est-à-dire, c'est possible de récupérer des grands morceaux de la peinture originale que rien à vous.
jusqu'aujourd'hui. Et l'autre chose importante, c'est que tous ces travaux de restauration qui est fait par restaurateurs portugais, mais nous avons un groupe d'assistants internationaux avec des gens qui ont travaillé dans le rétable de Gand, par exemple, Irène Dubois, Maximilian Martins, Thieu, et aussi du maître de New York, Marian Ainsworth, Michael Gallagher, et aussi de National Gallery, Ashok Roy et Bart Frazen aussi. Et des restaurateurs du Prado, notamment pour l'étude des bois. C'est possible d'obtenir des résultats et en même temps de faire les comparaisons avec des autres écoles, et ça, c'est très important, cette idée de regarder la peinture portugaise dans un ensemble global, dans un ensemble européen. Josette Figueiredo aime dire, par exemple, parler des fonds de Alentejo, de la peinture de Freicaros, mais en effet, ils sont toujours flamands. Et ce nationalisme n'est pas un bon compagnon pour ces travaux d'études. Merci. Juste une question subsidiaire par rapport à la restauration. Vous avez bien fait de rappeler l'importance de ces travaux de collaboration internationale, tant sur la question de la conservation-restauration que de l'étude que permet la restauration. C'est vrai que les volets de Saint-Vincent de Nuno Gonçalves, c'est évidemment une œuvre identitaire telle que cela éveille un intérêt particulier, que c'est sous haute surveillance qu'on le fait, un peu comme la restauration du retable de l'agneau mystique ou le retable d'Isenheim de Grunewald, par exemple. Et donc, ces travaux, on les imagine évidemment de longue haleine, mais ils sont prévus dans leur accomplissement à quel moment et avec une publication à la clé? Nous commençons à mai de 2019, non, 2020, et on avait des problèmes avec le confinement et tout ça. C'est difficile de faire des réunions internationales, c'est toujours par Zoom. On travaille aussi avec des laboratoires et des équipements qui ne sont pas du musée d'art ancien, mais de laboratoires portugais et étrangers. Alors, tout ça, c'est difficile. Dans l'idée originale, le projet doit finir au fin de cette année, mais certainement, on pense que on peut avoir la fin des travaux de restauration en 24 et peut-être une exposition et des publications pendant l'année 25. C'est ça. Et un congrès, quelque chose comme ça. Mais on pense par exemple dans la prochaine année, aux fins de prochaine année, présenter quelques résultats en collaboration avec le Prado et en faisant la comparaison entre Nuno Gonçalves et Bartolomeu Bermejo comme les deux grands rénovateurs de l'image plastique au XVe siècle dans l'Ibérie. C'est en première et c'est difficile de faire ça.
aujourd'hui, les musées d'art ancien qui a 2300 peintures avaient une restauratrice pour la collection. Alors, on travaille avec les restaurateurs hors du musée, mais c'est un travail qui n'a pas de temps parce que c'est seulement, on commence à retirer l'ancien vernis et ça modifie complètement, change complètement le plan parce qu'on a une autre connaissance des problèmes et on n'a pas de temps pour faire ça parce que c'est la grande restauration de cette politique, c'est en 1910 et on espère que la prochaine sera en 2100 et quelque chose. Voilà, donc Joachim Caetano a évoqué là un chantier énorme du point de vue scientifique, effectivement, dont on espère beaucoup par rapport aux résultats, puisque Nuno Gonçalves est un peintre qui joue un rôle essentiel dans la géographie artistique européenne du XVe siècle. Et donc parmi les autres chantiers scientifiques importants à mentionner, celui d'un corpus qui est en train de se construire, le recensement de la peinture ibérique de 1300 à 1870, qui est véritablement, on va dire, un outil extrêmement important et donc un corpus très large qui s'inscrit dans un renouveau des corpus. Vous savez que les corpus, c'est un genre en soi qui a eu une grande prospérité durant l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 60, qui est un petit peu tombé ensuite, mais qui a refait un petit peu surface, en tout cas qui a été réactivé dans l'ère du numérique. Et dans le partenariat entre l'INHA et le Louvre, plusieurs répertoires ont ainsi vu le jour. On pense naturellement au rétif, au répertoire des tableaux italiens mis en place par Michel Laclotte une nouvelle fois en 2001, le recensement de la peinture française du XVIe siècle que dirige Cécile Scailleret, un autre recensement de la peinture germanique également que Isabelle Dubois-Brinkmann coordonne actuellement. Et donc il y a ce grand répertoire, de ce grand recensement de la peinture ibérique dont on aimerait entendre en fait l'état actuel, les tenants aboutissants. Et donc je vous passe, Charlotte, immédiatement la parole. Oui, donc ce recensement de la peinture ibérique dans les collections publiques françaises, c'est la poursuite d'un projet qui avait été lancé par Guillaume Keynes, qui avait un nom, parce que notre actuel recensement répond à l'acronyme de RETIB, on dirait plutôt un nom de médicament, alors que mon prédécesseur, conservateur au département des peintures, Guillaume Keynes, avait lancé ce projet d'un recensement ibérique, mais l'avait appelé BAILA. C'était beaucoup plus inspirant. Mais le changement de nom a été justifié par les décisions en fait de resserrer ce recensement sur la peinture seulement, si j'ose dire, parce que vous avez entendu l'étendue chronologique du recensement, avec l'idée qu'en commençant par la peinture, on ferait déjà une tranche importante de ce recensement et que j'espère que d'autres collègues spécialistes de sculpture, d'art décoratif, feraient donc un recensement plus vaste de l'art ibérique dans les collections publiques françaises. Derrière ce recensement, il y a donc le constat que la peinture espagnole et portugaise, comme je vous disais tout à l'heure, est méconnue, méconnue en France pour toutes sortes de raisons d'historiographie. D'abord, la primauté accordée dans les musées aux collections françaises, le tropisme italien, très ancien. Ce n'est pas ici qu'on va nier le tropisme italien chez nous, les Français. Donc, un manque de visibilité de l'art espagnol et portugais dans les collections publiques françaises qui aboutit aussi, du coup, à un ralentissement de la recherche, à de moins en moins d'étudiants qui étudient donc, des aspects de l'histoire de l'art espagnol ou portugaise, etc. Donc, le partenariat avec l'Institut national d'histoire de l'art, c'est une manière, bien sûr, de attirer l'attention, le regard, l'énergie
vers ces œuvres qui sont conservées en France et qui sont donc espagnoles ou portugaises. C'est aussi utiliser et faire bénéficier un public large d'un outil informatique donc, qui est la plateforme Agora, que vous connaissez peut-être si vous avez fait des recherches dans d'autres domaines, qui est donc une plateforme informatique qui permet donc de partager sur Internet des notices. Donc, dans le cas du recensement ibérique, on a fait le choix de privilégier les questions d'attribution. C'était d'ailleurs ce qu'avait fait le grand recensement italien, le fameux Rétif. Donc on a fait le choix de privilégier les questions d'attribution, mais aussi les questions de provenance pour essayer de retracer la provenance des peintures qu'on recense et essayer de dessiner une histoire du goût pour l'art espagnol, une histoire de la collection, et portugais, une histoire aussi de la collection de la peinture espagnole et portugaise. Alors nous en sommes que nous avons bientôt terminé. Nous avons donc procédé par région avec une petite équipe et nous avons bientôt donc terminé l'Île-de-France. Nous avons commencé par l'Île-de-France à nouveau parce que le contexte ne permettait pas de tellement envisager de voyages et de missions même en dehors de l'Île-de-France, puisqu'on était dans ce contexte de la pandémie. Donc on a commencé par l'Île-de-France, qui est une région en fait très riche. Et si cela vous intéresse, on présentera les premiers résultats le 8 octobre dans une table ronde à l'Institut national d'histoire de l'art, puisqu'on espère publier cet été donc, les notices de ces peintures espagnoles et portugaises conservées donc, dans les collections publiques franciliennes. Un petit mot pour vous dire que je place l'espoir que ce recensement nous permettra d'identifier d'autres peintures portugaises que celles qu'on connaît. Parmi les plus belles de la Renaissance, il y a donc ce tableau qui est conservé dans une église à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, qui est un magnifique retable qui date à peu près de 1540 de Gregorio Lopez, peintre qui est donc représenté dans l'exposition Dossier au Louvre par deux panneaux, qui est un des peintres majeurs de la Renaissance portugaise. Et donc c'est un tableau qui a aussi une histoire assez intéressante en termes de redécouverte. Il a probablement été, en fait on ne connaît pas sa provenance ancienne, il a probablement été donné à l'église de Bourg-Saint-Andéol par un parlementaire à la fin du 19e siècle. Et en fait, il était resté complètement inconnu. Il a été identifié en 1950. Donc vous voyez, à ce moment que vous décriviez, où les Portugais travaillent beaucoup aussi sur l'art national, il a été donc identifié en 1950 et présenté dans la fameuse exposition du XVIe siècle européen en 1965, avec cette attribution donc, à Gregorio Lopez, qui aujourd'hui convainc même les plus grands spécialistes. Donc voilà, l'espoir de ce recensement de la peinture ibérique, donc c'est un travail au long cours, sur plusieurs années. L'espoir, c'est bien sûr aussi d'abord c'est de faire connaître cette peinture, et puis probablement d'identifier peut-être d'autres peintures dans nos collections, notamment des peintures qui se cachent probablement derrière une attribution flamande. Vous verrez dans l'exposition du Louvre, pour le XVIe siècle, la proximité qu'il y a entre la peinture flamande et la peinture portugaise. Donc ce sera, voilà, j'espère que l'avenir nous montrera que ces recensements sont utiles pour mieux connaître cette peinture. Voilà, alors je vois qu'il est 6h moins quart, donc on va laisser la place à la discussion et aux questions. Si dans l'Assemblée vous avez des remarques, des questions, des interrogations particulières à adresser à nos deux intervenants. Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Oui, il y en a une. Alors. Alors il y a beaucoup de raisons, et après je laisserai Joachim Caetano qui connaît encore mieux le sujet. Il y a une raison très importante, c'est l'ampleur des destructions du tremblement de terre de 1755 qui a ému toute l'Europe, qui a non seulement détruit de nombreuses œuvres d'art, mais aussi détruit de nombreuses archives.
et qui a donc rendu l'étude de cette peinture, notamment de la peinture 16e, enfin 15e, 16e, 17e et même première moitié 18e, difficile. Donc ça, c'est quand même déjà une raison fondamentale. Il y a des raisons qui sont plus liées à l'historiographie, à l'histoire de l'art au Portugal au XXe siècle, dans un contexte politique qui a été troublé au Portugal au XXe siècle, et qui a fait que le Portugal a souffert d'un certain isolement aussi, et que, alors même que mais je vous laisserai Joachim en parler, alors même que les collections donc, liées aux destructions, les collections étaient finalement peu nombreuses en dehors du Portugal. Les historiens de l'art portugais n'ont pas toujours pu travailler peut-être autant que d'autres historiens d'art européens, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50-60. Il y a peut-être d'autres raisons encore, Joachim. Oui, il y a surtout manque la présence des œuvres portugaises hors du Portugal. Et ça, c'est la principale raison. On avait des peintures flamandes, des peintures espagnoles, des peintures italiennes par tout le monde et pas des peintures portugaises. Certainement parce que Portugal est au coin de l'Europe, mais aussi parce que il y a le tremblement, d'autres choses, l'histoire de l'art beaucoup tardif au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Nous avons beaucoup de documents qui décrivent que l'ancien retable se donne pour payer moins seulement comme le prix des bois, même des retables des peintres importants comme par exemple Cristóvão de Moraes, le portraitiste de Dom Sebastião, fait en 1565 un retable pour le convent des moines de Conceição à Béja. Et 100 années plus tard, les moines veulent faire un retable en bois doré. Ils donnent toutes les peintures pour descendre le prix simplement comme des bois qui peuvent être réutilisés. Mais une autre question importante, c'est peu de la peinture portugaise de cette période entre dans le marché. En effet, comme que 90% de la peinture portugaise de cette période était dans les musées ou dans quelques églises. Et ça, c'est pour que l'extinction des ordres religieux qui se donne en 1834 et en 1835 s'est formée l'Académie royale des beaux-arts avec l'idée de faire un musée national. Et c'est-à-dire que presque tous les peintures sont joints au dépôt de Saint-François à Lisbonne, où étaient les dépôts de l'Académie. Et il n'y a pas une entrée dans le commerce qui va faire provoquer une dispersion de cette patrimoine. Alors, même les collections privées portugaises au XIXe siècle, même les collections royales qui se réforment au Portugal au XIXe siècle, à la seconde moitié après la collection originale
été complètement perdus par le tremblement de terre du XVIIIe siècle. Même cette collection portugaise, ils sont formés dans la plupart avec des peintures étrangères et pas des peintures portugaises. Et ça, c'est une raison aussi pour sa méconnaissance, parce que si sont seulement presque tous les historiens portugais qui étudient la peinture portugaise, qui publiquent en portugais, et tout ça nous donne une forte méconnaissance de notre peinture hors du Portugal. Et je pense derrière ce projet d'exposition au Louvre, il y avait aussi ce souhait justement, et je vous parlais tout à l'heure d'un format contraint, l'idée, on l'a conçu avec Joaquim Caetano, avec l'idée de présenter des peintures qui soient visuellement très fortes, d'un très haut niveau artistique, avec un accrochage, vous verrez, assez dense dans une seule pièce, il y a beaucoup de choses, et c'est une grande chance d'avoir en France ces grands panneaux en bois qui ont pu voyager, etc. Donc quelque chose de très exceptionnel en termes de qualité, d'impact visuel, parce que je pense que comprendre l'histoire de la peinture européenne sans passer par la case portugaise, c'est très difficile. C'est un moment, notamment pour la peinture européenne de la Renaissance, c'est vraiment un moment très important dans cette histoire. Et donc c'était vraiment essentiel de pouvoir... voilà, on ne refera pas l'histoire des collections, l'histoire de la diffusion, l'histoire des destructions, etc. Mais on peut aussi, avec des projets de partenariat comme celui-là, vraiment contribuer à faire diffuser la connaissance et puis une rencontre, tout simplement. Je pense que pour beaucoup de visiteurs du Louvre, ce sera, sauf ceux qui ont eu la grande chance d'aller à Lisbonne et au musée d'art ancien, mais ceux qui n'y sont jamais allés, ce sera, je pense, une vraie découverte et j'espère un choc, nous espérons un choc esthétique fort. Et voilà, donc il y avait aussi, bien sûr, on ne réécrit pas toute l'histoire des collections, mais on peut, voilà, aujourd'hui, c'est aussi un des buts des expositions, c'est de faire connaître ce qu'on ne voit pas habituellement, chacun dans nos musées respectifs. Et cette collaboration aussi pour nous, elle va se prolonger. Et à l'automne, notamment, il y aura une saison française à Lisbonne. Et le musée du Louvre est très heureux de prêter l'autoportrait de Poussin, qui est dans un autre genre aussi, une icône et un tableau très important pour comprendre l'histoire de la peinture européenne, et voilà, qui sera présenté au musée d'art ancien. Et voilà, c'était une des vocations de ce partenariat. Et l'occasion, je le répète, de faire une semaine d'études donc, sur la peinture française dans les collections portugaises. Donc voilà, donc aussi l'idée de ces partenariats. Pardon, je suis bavarde. À l'exposition du Louvre, ce sont que des panneaux de bois, oui. Ce sont que des panneaux, plus précisément des panneaux en chêne. Voilà, chêne de la Baltique, comme la majorité des peintures flamandes. Ouais. Alors peut-être une dernière question. Oui, je vois une main se lever. Oui, ben, c'est un des défis. Outre les recherches bibliographiques, mais finalement, bon, on passe souvent à côté, on essaie de travailler avec les DRAC, avec les directions régionales, et notamment avec nos collègues des monuments historiques qui, eux, souvent ont une connaissance de terrain. Et donc là, typiquement, pour l'Île-de-France, en se rapprochant d'eux, on a eu plusieurs conservateurs qui s'approchent de nous et qui nous disent « Écoutez, ça, je ne suis pas sûre, mais on ne sait pas trop ce que... » C'est souvent pour l'Espagne et le Portugal, les gens arrivent à nous disant... On en parlait d'ailleurs avec Isabelle Dubois-Brickman pour l'Allemagne, c'est pareil. On ne sait pas trop ce que c'est pas français, c'est pas italien, c'est pas flamand. Du coup, est-ce que vous pensez que ça pourrait être espagnol ou portugais ? Et donc, voilà, c'est plutôt effectivement avec un travail de relais auprès des collègues qui connaissent très bien le terrain et les églises,
À Paris, on a été très aidés par nos collègues de la COARC, notamment voilà, pour les églises de Paris. Oui, quand même. Oui, ça commence. Et, on va publier ça. Évidemment, en nombre, ça n'a rien à voir avec la peinture italienne, mais ça commence et c'est intéressant. Et puis, ça posera des vraies questions d'attribution. Et c'est une des forces de cette plateforme Agora, c'est de pouvoir... En fait, on peut faire des propositions, on peut indiquer de qui elles viennent, on peut donc mettre des sources précises, dire un tel qui a été consulté pense ça, un tel qui a été consulté n'est pas d'accord, etc. Et laisser le débat ouvert en espérant que la recherche progresse. Donc, voilà. Alors Joachim a une explication assez intéressante. Non, parce que vous verrez quand vous irez... Non, vous verrez quand... Non, c'est le fromage. Parce que, pardon, vous verrez quand... Le hasard des contraintes du Louvre, des salles, etc., fait que c'est une grande chance et c'est complètement un hasard. L'homme au verre de vin est présenté dans la salle juste avant la salle d'actualité du département des peintures, donc vous le verrez en passant. Et en passant l'autre jour... Le Louvre nous prêtait cette peinture pour l'exposition des primitifs portugais. Il est dans la même salle que des peintures de Nuno Gonçalves, je pense que pour la première fois. Et c'est une comparaison intéressante, mais évident que ne c'est pas la même chose, ni des choses pareilles. Et ça, c'est un avantage, un vrai avantage des expositions. On peut comparer les choses dans la même salle parce que c'est tout à fait différent que voir une peinture une année et l'autre peinture l'année suivante pour faire les comparaisons. Quand les choses sont dans la même exposition et tout plus clair. Voilà, et pour l'anecdote, parce qu'on l'a dit à moitié, il vaut mieux aller jusqu'au bout de l'anecdote, un peu la plaisanterie, c'est qu'en passant, au moment du montage de l'exposition, en passant devant l'homme au verre de vin, on se disait que décidément, il n'était pas portugais parce que le morceau de fromage n'a rien de portugais. Il ressemble plutôt à un... Voilà. Mais ça c'est l'histoire de l'art par le petit bout de la lorgnette, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pardon. Voilà. Alors sur la question, non, bien sûr. Sur la question, bien sûr, dès qu'on n'a pas d'archives, de documentation, ben, sur la question de la spécificité de la Renaissance portugaise, ben, je vous renvoie notamment vers le catalogue où il y a un essai de Sylvie de Vartrosa sur ce sujet-là, qui est évidemment, on parle d'une école qui est avec une production très vaste, et ce qu'on présente au Louvre, c'est une sélection de quelques artistes qui travaillent dans un milieu très intéressant à Lisbonne et qui ont tous entre eux des liens. Évidemment, il n'y a pas de recette pour vous dire ça c'est portugais à tous les coups. Les choses sont plus complexes, plus subtiles, et au Portugal aussi avec beaucoup plus de nuances, de différents foyers de production, sur une chronologie qui est longue. Mais c'est vrai que dans l'exposition que vous verrez au Louvre, une des choses qui est assez frappante, je trouve, c'est à la fois la qualité artistique de ce qu'on a présenté, qui relève aussi de notre choix à nous, et c'est sans doute un choix subjectif. La question du rapport à la Flandre, qui est liée aux rapports économiques, commerciaux, intellectuels entre le Portugal et la Flandre. Et quand on faisait un tour tout à l'heure de l'historiographie, il y a aussi ce moment très important qui est le moment de l'entrée du Portugal dans ce qui était alors la communauté européenne, si je ne dis pas de bêtises, et une exposition vraiment importante qui s'appelait Feitorias, qui s'est tenue à Anvers et à Bruges, et qui était donc sur ces comptoirs commerciaux portugais à Anvers, et sur ce lien entre les Flandres et le Portugal. Donc, un des points, c'est ça, c'est le rapport avec l'art flamand,
il y a aussi dans l'exposition, et c'est assez touchant, mais quelque chose qui tient peut-être plus à la personnalité de ce groupe d'artistes, un sens de la narration qui ressort, un goût pour les détails, parfois assez cocasse, parfois au contraire très raffiné. Vous verrez. Et est-ce que c'est proprement portugais ou est-ce que c'est la force de cet atelier? Voilà. Toujours difficile de mettre des caractéristiques dans une visée très nationale, d'un style, etc. Mais on voit quand même, en tout cas, dans le rapport à la Flandre et aussi dans la manière dans les choix d'iconographie, dans la manière de raconter l'histoire sainte, des particularités portugaises. Voilà, après, on peut en débattre devant chaque tableau pendant des heures. Et c'est plutôt ça qui est intéressant d'ailleurs, plutôt que des grands principes. Voilà. Merci à nos deux intervenants parce que, hélas, il est 6 heures et nous devons conclure. Donc, un grand merci.